Messieurs les présidents, mesdames et messieurs, vous tous ici, en vos grades et qualités, je tiens tout d'abord à vous remercier très sincèrement de l'invitation qui m'est faite aujourd'hui de partager avec vous quelques idées autour de l'innovation. Et je tiens en particulier à remercier évidemment le pôle Habitat FFB pour cette invitation. Alors j'ai intitulé, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans le programme, mon propos, et j'ai rajouté un petit sous-titre qui est « Courage, changeons ». Alors bâtir, c'est s'inscrire dans un temps long, dit un charpentier qui était anciennement juriste et philosophe, qui s'appelle Arthur Lockman, et qui explique que lorsqu'on est dans le métier du bâtiment, c'est une éthique de la modernité, c'est une éthique de notre futur commun. Et en relisant ce livre, quand j'ai voulu préparer mon propos aujourd'hui, je me suis dit que finalement, ces deux idées vous correspondaient parfaitement compte tenu des enjeux auxquels vous êtes confrontés. Il y a effectivement une nécessité aujourd'hui d'être dans une capacité à construire ce temps long, mais également à construire votre, mais aussi notre futur commun. Alors ce n'est évidemment pas simple lorsque l'horizon est flou, voire qu'on ne le voit absolument pas, et que lorsqu'on a des fois cette incertitude, vous avez certaines personnes qui vont peut-être dire « courage, fuyons ». Ce que l'on peut comprendre, évidemment, s'il y a une mise en danger, on va dire, de la vie de personnes. Cela étant, à titre personnel, j'aimerais vous dire courage, mais courage, changeons. Changeons avec audace, changeons avec fermeté, et comme on ne peut pas l'éviter, embrassons ou prenons dans les bras, au sens premier du terme, cette incertitude, cet inconnu qui nous perturbe, qui nous dérange et qui parfois peut nous faire de la peine ou nous blesser. Embrassons cette incertitude liée à la crise actuelle du secteur et efforçons-nous de la transformer en opportunité pour changer, se renouveler avec optimisme, mais aussi avec lucidité. Innovons non pas à cause de la crise, mais grâce à la crise. Alors vous pourriez objecter que c'est une posture un peu utopiste de dire cela. Alors, permettez-moi de revenir un petit instant sur le sens premier du mot « crise ». Il est vrai que le mot « crise » comprend en son sein le sens du danger, du risque, voire de la mort, qui peut évidemment nous amener à plutôt nous préparer dans une posture de défense. Pour autant, ce terme contient aussi un sens beaucoup plus positif. Alors, je ne parle pas chinois. Ceci dit, le mot « crise », lorsqu'on veut le représenter en chinois, l'idéogramme qui veut dire le mot « crise » est la combinaison de deux idéogrammes. Un premier qui est « wei », qui veut dire « danger », et un second qui veut dire « ji », qui veut dire un moment décisif où tout peut basculer, où finalement on est en train de dire aux protagonistes concernés par cette crise qu'il faut revenir sur leur essentiel, qu'il faut à ce moment-là essayer de faire un pas de côté et de s'interroger pour changer. Vous concernant, quels sont vos essentiels? Pourquoi avez-vous créé vos activités? Pourquoi travaillez-vous dans ce secteur? Pourquoi investissez-vous des ressources, de l'énergie dans la construction de ces maisons neuves dans nos territoires? Quelle est la raison d'être de ces investissements que vous faites aujourd'hui et aussi demain? Alors, j'imagine bien que vous avez des raisons qui vous viennent à l'esprit, qui sont professionnelles, personnelles, voire familiales ou intimes, et je vous en prie, gardez-les en mémoire, parce que ces raisons sont les fondations de votre courage et de votre audace pour changer. De ce que j'observe, quand les entreprises se lancent dans la voie de l'innovation, elles ont besoin de se rappeler leur identité, leurs essentiels, qui elles sont. Savoir où finalement est la partie du bois qui est la plus stable, la plus solide, pour bien l'orienter face aux intempéries, vers le haut, mettre le cœur au soleil, dirait un charpentier, pour que la maison puisse durer. Changer n'est évidemment pas simple, je le sais bien, et on pense souvent aux innovations de rupture, aux innovations radicales, qui évidemment ne sont absolument pas à exclure, mais ce ne sont pas les seuls types d'innovations qui nous permettent de changer et de durer. Les innovations ou les changements peuvent être de petite taille, peuvent être modestes, mais qui, une fois cumulés, peuvent vous permettre de durer.
L'intention de mon propos aujourd'hui n'est évidemment de ne pas vous faire, je ne vais pas vous faire une liste à la Prévert de toutes les innovations possibles et inimaginables, mais ce que je souhaiterais, c'est vous orienter, ou en tout cas vous donner des portes peut-être à franchir, à explorer aujourd'hui lors de cette convention, mais également lorsque vous rentrerez chez vous, et que vous puissiez en discuter avec vos partenaires, vos clients, vos fournisseurs, vos élus aussi, et vos proches. Je vais prendre 2 orientations pour vous brosser un petit peu des pistes d'innovation possibles, une qui est sur le produit et l'autre qui est sur le marché. Premièrement, si on considère le produit, on sait bien que vous vous attachez donc à la maison neuve. Il y a de nombreuses innovations. J'ai tout à l'heure parcouru un petit peu l'espace au-dessus de moi et effectivement, il y a énormément d'innovations qui sont proposées. Vous en connaissez certainement même mieux que moi. Mais il est vrai que l'on observe aujourd'hui des nouveaux matériaux, plus écologiques, moins gourmands en énergie, plus résistants au feu, plus locaux également. Il existe aussi des processus de fabrication qui sont originaux, comme les maisons semi-industrialisées. On peut aussi penser aux architectures de maisons que l'on pourrait peut-être comparer à des Legos, où on pourrait plugger quand on a le besoin d'avoir une pièce supplémentaire parce qu'il y a des enfants qui arrivent ou qui grandissent ou des parents qui reviennent à la maison. Et on pourrait imaginer d'autres modalités, d'autres formes, d'autres architectures de maisons. Il y a de nouvelles méthodes de gestion de projets de construction, notamment le BIM, dont on parlera aussi aujourd'hui, qui exploitent la puissance du numérique pour travailler de manière collective sur des données fiables et structurées. Alors, toutes ces innovations, je le sais bien, nécessitent des investissements et des ressources, mais n'oubliez pas que vous faites partie d'un écosystème et qu'il y a des accompagnements, des financements qui sont évidemment possibles pour arriver à développer ces innovations. Deuxièmement, si on considère cette fois le marché, la première question que l'on peut se poser, c'est quel est votre marché ? Est-ce que c'est finalement uniquement la construction neuve ? Si on considère que le marché, c'est la construction d'espace, cela va demander de notre part de définir ce que l'on entend par espace. Le premier auquel je pense, c'est le parc existant, vers lequel il y a des diversifications qui sont tout à fait possibles, parce qu'il nécessite d'être rénové et d'être transformé. Il y a déjà, évidemment, vous le savez bien mieux que moi, des nouvelles normes en matière d'écologie, mais il y a aussi des évolutions de la société qu'il faut respecter et en tout cas qu'il faut satisfaire aujourd'hui. D'où ma question, qui sont les habitants actuels de vos territoires aujourd'hui ? Qui sont-ils demain ? Que vous disent les études de tendance par rapport à vos habitants ? Il y a des nouvelles structures familiales, on le sait bien, où on a des personnes qui arrivent et qui repartent dans la même semaine, où il faut imaginer des coins et des recoins un peu modulables, un petit peu comme des jeux de Tetris, où on va un peu bouger les pièces. Il y a aussi aujourd'hui des nouvelles tribus de travailleurs que l'on appelle les slashers ou les bifurcateurs. Ce sont des travailleurs qui ont plusieurs activités en même temps, des travailleurs qui changent d'activité, qui déménagent aussi, qui vont de la ville et qui viennent de la ville et qui vont vers la campagne, et leur foyer doit leur permettre de combiner toutes ces activités. Elle doit aussi leur permettre potentiellement de faire du télétravail. De plus, on le sait bien, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui aspirent à des vies beaucoup plus dites bienveillantes et confiantes, comme on peut le retrouver dans les pays scandinaves, comme la Suède ou le Danemark ou la Finlande. Comment votre activité pourrait-elle répondre à ces aspirations, à ces besoins, à ces attentes de ses habitants ? Peut-être que votre réflexion vous amènera aussi à réfléchir à d'autres espaces que le foyer. On peut penser aussi aux espaces communs, aux espaces tels que ceux que l'on va retrouver dans l'économie du partage, les espaces de coworking, les cuisines, les buanderies, les ateliers de bricolage qui sont mis en commun, voire, pourquoi pas, aussi des jardins partagés. Messieurs les présidents et vous tous ici présents, pour conclure, ce que j'aimerais que vous puissiez retenir de mon propos, c'est que toutes ces innovations, qu'elles soient de produits ou qu'elles soient de marché,
sont effectivement des pistes sur lesquelles vous devriez vous pencher, que vous devriez explorer, à mon sens, tout en revenant sur vos essentiels, qui vous êtes, quelle est votre identité, et aussi en tenant compte de vos territoires, des besoins de vos territoires, en sachant que vous êtes dans un écosystème qui est puissant. L'objectif aussi, à mon sens, et c'est une idée qui est très importante, l'objectif est de continuer à bâtir, à maintenir et à réparer ce que le sociologue Bruno Latour, pour ceux qui le connaissent, appelle l'habitabilité de notre planète. Cet espace de vie, notre espace de vie, qui a certes des limites, mais dont on a besoin pour vivre et s'épanouir. Et ce futur passe, j'en suis certaine, à coup sûr par votre travail, votre agir, votre audace et votre courage à changer ensemble. Je vous remercie.